Bienvenue, mesdames, messieurs, des recommandations issues du dialogue politique des 10, 11 et 12 octobre dernier. Ils étaient nombreux à brûler d'impatience pour voir son opérationnalisation, du moins pour ceux qui y croyaient. Dans un environnement où dames en suspicion appuyant sur eux, c'était pas évident. Alors, trop tôt, l'installation des membres du comité d'experts pour la formulation technique des recommandations aura laissé plus d'un sur le soif. Pour certains, c'était comme un goût d'inachevé. On aurait pu aller bien loin. En cause, la configuration du dit comité. Le rapport des travaux du dit comité par la suite n'aura non plus recueilli l'assentiment de tous. Est-ce qu'il pouvait en être autrement? En tout cas, à chacun son opinion. De la satisfaction à la désolation, eh bien, les regards sont partagés. Dialogue politique et rapport des travaux du comité des experts, supercherie ou véritable tremplin de sortie de crise. Le débat, c'est tout de suite et maintenant avec deux sachants, mais qui ont tous des touches dans politique. Sur ce plateau, en notre compagnie, Alain Adiou, le professeur qu'on ne présente plus politique. Il est aussi, vous le savez, il est le conseiller spécial du président du parti FCDB. En tout cas, un conseiller peut en cacher un autre. Alain Adiou, bonjour. Bonjour, cher ami. Bonjour aux différents amis qui nous écoutent et qui nous suivent. C'est un plaisir pour eux de vous savoir disponible. En face de vous, je le disais, un conseiller peut en cacher un autre. Nous allons là, en face d'Alain Adiou, comme vous le constatez, Fidèle Sonon, consultant en management des organisations. Le sachant a aussi une petite touche politique. Il est le conseiller au cabinet du président d'honneur de l'USL. Fidèle Sonon, bonjour. Bonjour Joël et bonjour à nos téléspectateurs. Merci d'être des nôtres. Je vous remercie. Alors, si Fidèle Sonon a suivi un peu de loin le dialogue politique, Alain Adiou, lui, y était. Il a fait des recommandations au travers du FCDB. Des recommandations qui ensuite avaient besoin d'une touche de technicité. Un comité a alors été mis sur pied, le travail élaboré, le rapport a ensuite été transmis au chef de l'État. Depuis, Alain Adiou, des réactions vont dans tous les sens possibles. Mais avant d'aller au fond, la première réaction qui nous est parvenue et que vous avez sans doute suivie, c'est de dire, mais est-ce que le chef de l'État ne sait pas jouer de tous? Et surtout de ceux-là qui, à un moment donné, disaient porter la voix d'une opposition. FCDB qui se faisait distinguer avec le manteau d'opposition modérée, par exemple, et qui n'a pas pu siéger dans ce comité. Merci pour la question. Je l'ai dit assez récemment. Une fois le dialogue politique achevé, j'ai exprimé mes sentiments personnels et j'ai dit que cela m'a laissé un goût d'inachevé. Ah, vous et aussi, que okay. J'en suis sorti un peu sur ma faim. Aujourd'hui, vu le déroulement des choses, j'accentue mon sentiment, je l'aggrave mon sentiment, et je dis que je vais du goût inachevé à de réelles inquiétudes. Je vais m'expliquer très rapidement. Allez-y. D'abord, je salue la rapidité avec laquelle le chef de l'État et les députés ont commencé à donner corps aux recommandations issues du dialogue. Cette rapidité traduit qu'ils ont conscience que le pays va mal sous la gouvernance politique actuelle de Patrice Talon, que le pays va mal. Ils ont donc choisi d'aller assez vite pour que nous trouvions, j'allais dire, les vraies solutions pour sortir de la crise. Mais telles que les choses se passent, ou du moins telles que les choses s'annoncent, ou encore telles que les choses se font percevoir, on peut se poser des questions. J'ai lu dans les journaux qu'une proposition de loi portant révision de la Constitution serait en discussion dans quelques heures, où le débat général devra commencer. Attendons de voir. Il y a malaise, nous cherchons à sortir de la crise, mais la façon dont les choses se passent ne me rassure pas.
J'avoue que Alain Aliou, je l'ai suivi tout le temps. Bon, c'est l'homme à beaucoup de franchise, vous le savez, je n'ai plus à vous le présenter. Ce sont ses mots et sur ce plateau, les paroles, elles sont libres. Oui, Fidèle Sonon, vous avez suivi aussi de bout en bout, même si vous n'étiez pas de la salle. Et à la clôture, vous avez eu des appréhensions que vous n'avez pas manqué de partager. Ensuite, ce comité a été mis sur pied. C'est vrai, là-dessus, on ne vous a pas beaucoup entendu, mais vous n'avez pas manqué d'envoyer des alertes. Aujourd'hui, il y a des signaux qui sont là. Vous observez tout ceci avec quand même une note de satisfaction où vous dites que quelque part, il y a des choses à refaire très rapidement. Tout à fait. Vous faites très bien d'ailleurs de retourner rapidement au dialogue avant de parler du rapport. Parce que pour moi, vous ne pouvez pas semer du maïs et avoir récolté de la pomme. Il faut partir du mal et non des symptômes du mal. Le rapport, le contenu du rapport, pour moi, c'est les symptômes du mal. Le mal lui-même, c'est le dialogue, qui pour nous est un monologue, nous l'avions dit. Nous avons critiqué justement le format parce que pour nous, toutes les parties prenantes n'étaient pas réunies autour de cette question importante, même si on convient de l'appeler dialogue politique uniquement. Vous voyez ce dialogue justement qui a été organisé dans ce format et vous voyez que ceux qui étaient dans cette salle étaient allés simplement hors sujet. Parce que lorsque un étudiant ou un élève répond correctement à la mauvaise question, il a tout de même 0. C'est ce qui s'est passé là-bas. Le peuple voulait d'un dialogue pour régler tout au moins la crise électorale, post-électorale. Et vous allez là-bas, par exemple, je l'ai dit l'autre fois, l'aggraver parce que vous avez pris de nouvelles dispositions chrysogènes. Mais aussi, vous êtes sorti de ce cadre. Dites-moi, par exemple, ce que la question, la très bonne question d'ailleurs, de la promotion des femmes vient chercher dans la résolution de la crise électorale. Donc, vous voyez que les gens avaient un agenda et ils sont allés simplement dérouler. Donc, il faut partir de cette base-là, sinon nous n'allons pas comprendre. Parce que par effet domino, évidemment, vous allez voir que jusqu'à la fin, nous n'aurons rien de bon. Et lorsqu'on est... pas être si pessimiste. Non, ce n'est pas du pessimisme, c'est au contraire du réalisme. Justement parce qu'on n'a pas réuni tout ce qu'il faut autour de cette table-là pour discuter des questions réelles. Comment, par exemple, savez-vous le nombre de jours que ce dialogue allait durer sans avoir des termes de référence? C'est le contenu de ce que vous voulez discuter qui détermine le nombre de jours, par exemple. Cela prouve quoi, simplement? Que les gens avaient un agenda et ils ont réuni des gens qui ont joué le fait valoir. Et vous voyez les conséquences aujourd'hui. Donc, c'est ce que je pourrais dire très rapidement en introduction, avant de revenir au contenu du rapport, parce que moi, j'ai lu ce rapport et j'ai écouté le coordonnateur de ce comité des experts qui a eu à dire des choses extrêmement graves. Et j'espère que nous aurons l'occasion d'en parler. Avant d'évoluer sur ces aspects, justement, j'ai vu Alain Aliou, comme à ses habitudes, prendre quelques notes. Je lui laisse la parole avant de poser la question que ceci appelle, bien évidemment, de votre présentation. Alain Aliou, est-ce que aujourd'hui, vous, en revisitant un peu le travail qui a été fait, ce déplacement, cet engagement sur la bonne foi, vous dites, merde, on s'est fait berner? Non, je ne le dis pas. Je ne le dis pas. Sur le contenu, j'allais dire le contenu technique entre guillemets, oui, de ce qui a été fait, je suis satisfait. Personne ne dira dans ce pays que la charte des partis politiques n'avait pas posé problème. Personne ne dira dans ce pays que le code électoral n'a pas posé problème à l'occasion des dernières législatives. Que l'on ait été dans la salle de rencontre, donc que l'on ait participé au dialogue ou pas, tout le monde sait que ces deux documents fondamentaux, qui sont les lois chrysogènes, les lois qui ont créé les difficultés, tout le monde sait que en leurs différentes dispositions soulevées, telles que nous l'avons fait, nous qui avons participé au dialogue, qu'il fallait absolument faire ces retouches-là, et que si on les faisait correctement, des solutions appropriées seront apportées aux difficultés que nous avons rencontrées à l'occasion des dernières législatives. Tout le monde sait que
nous n'avons pas dans notre pays un statut d'opposition et qu'on en a besoin réellement pour faire le travail. Donc, des dossiers importants ont été abordés, des recommandations sérieuses, pertinentes ont été proposées, et ce n'est pas ça qui fait problème. C'est le processus de leur mise en œuvre qui a justifié ma première sortie verbale tout à l'heure lorsque j'ai émis des réserves. Les réserves sont sérieuses quant à cet aspect-là. Ah oui, les réserves sont sérieuses, dites-vous, quant à cet aspect. Eh bien, ce qui s'observe aujourd'hui, et que d'aucuns qualifient déjà de goût d'inachevé, mais sous d'autres emprises, ce sont les orientations qui, pour certains, paraissent toutes nouvelles de ce qui a été dit dans cette salle, du moins de ce qu'on a entendu les politiques dire. Vous, quand vous avez suivi le coordonnateur faire un peu son compte-rendu, avez-vous eu l'impression qu'à un moment donné, les idées ont été un peu extraverties? Au-delà du coordonnateur et de ce qu'il a dit ou aurait dit, moi j'ai un élément important. Lequel? Je sais que dans les couloirs, l'idée avait été agitée, mais il n'en a jamais été question au cours du dialogue, la question d'un poste de vice-président de la République. Jamais. Dans la salle du dialogue, je le dis, je signe, je persiste, cela n'a jamais été évoqué. Je n'ai manqué à aucun des rendez-vous du dialogue. J'étais toujours dans la salle. Peut-être que lorsque les responsables de partis politiques et les rapporteurs se sont retrouvés pour finaliser le rapport du dialogue, peut-être qu'à cette occasion, l'idée a été agitée. Mais au cours des débats en plénière, jamais nous n'avons abordé ça. Mais j'ai entendu dire, cette idée-là a été soulevée dans des couloirs avant le dialogue. Je prends cet exemple-là juste pour dire que l'homme politique que moi je veux être, c'est un homme politique sérieux, qui veut être au service du peuple, pas à son propre service. Vous avez l'impression et qui défend la vérité. Vous avez l'impression que là, ça ne fait pas sérieux? Ça ne fait pas sérieux de soulever une question, une idée, peut-être bien pensée, juste pour la nation. Je n'en sais rien du tout. Mais je dis, le débat n'a pas été fait. Alors, si le débat n'a pas été fait et que le sujet, cette idée est sortie, ça veut donc dire que les travaux du comité que l'on qualifie d'experts, je mets expert entre guillemets, en plus, pourquoi? Sinon, sérieux là. Pourquoi? Et je montre pourquoi je dis. Je dis pourquoi je dis. 7 membres de ce comité sont du même bord politique. Ce sont tous des hommes politiques. 7 sur 9. Sur les 7 politiques, il y a un seul qui est de l'opposition. Le représentant de FCBE. C'est lui seul qui est de l'opposition. Les 2 autres, ce sont des collègues de l'université, coordonnateurs ou rapporteurs. Même si on a dit entre-temps que le chef de l'État désigne X nombre et puis le Parlement Y, il aurait fallu quand même. Nous avons la pratique de la chose depuis une trentaine d'années. Rien n'est nouveau sous le soleil politique béninois quant à ce que je dis là. Donc, je mets mes réserves par rapport à l'expertise de ces amis que je connais très bien. Mais je dis, je mets mes réserves par rapport à l'expertise du travail qui a été fait. J'en passe. J'ai dit tout à l'heure que si à l'occasion d'une rencontre aussi importante, qui n'est que normalement les premiers pas vers la réconciliation nationale, réconciliation entre la classe des dirigeants, la petite classe des dirigeants et la grande classe des dirigés, le peuple détenteur du pouvoir démocratique, c'est donc à l'occasion de cette rencontre importante, le dialogue politique,
un ou deux ou plusieurs, il suffit qu'un seul sujet ait connu ce que je suis en train de dire, ce que j'ai dénoncé tout à l'heure. Si un seul sujet qui n'a pas été débattu officiellement est sorti sous la plume des rapporteurs, enfin des experts, ça veut dire que beaucoup d'autres choses sont possibles dont on n'aurait donc pas parlé et qui sortiraient. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça va être le cas? C'est en cela que ceux qui émettent des réserves, malheureusement, ne donnent pas tort à celui qui est capable de faire les choses pour que son nom reste inscrit en lettres d'or dans les annales du pays. Nous y reviendrons. On y revient, vous... je ne sais pas trop, j'imagine les téléspectateurs un peu embêtés en écoutant ce que vous dites là, mais fidèle ce nom, voilà, Alain Aliou, Mattel, que cet aspect, par exemple, n'a jamais été débattu. Et vous avez suivi le rapporteur de Laurent Lage. Il y a nombre de points qui vous posent personnellement problème. Oui, justement, et permettez-moi d'abord de prendre quelques secondes pour savourer, j'allais dire, l'honnêteté intellectuelle de monsieur Alain Aliou. Il confirme tout ce que j'ai toujours su de lui. Je dis honnêteté intellectuelle parce que je pense fondamentalement qu'il ne fait pas partie de la classe de ces intellectuels qui souffrent de ce que j'appelle souvent l'hérésie intellectuelle. Et parce que pour nous les voyons, sont partis comme soutenant le chef de l'État. Et s'il a été capable de cette objectivité, on se doit de l'apprécier. Alors, vous savez d'où est venue cette histoire de l'idée de vice-présidence, selon les explications du coordonnateur. C'est venu, parce que moi j'ai des problèmes avec les diagnostics que nous faisons au Bénin. C'est venu du fait que nous avons une nécessité d'aligner les élections au Bénin. La nécessité d'alignement, c'est ça, hein? C'est de là que nous sommes partis. Est-ce que nous avons ce besoin? Voilà les questions pertinentes qu'il faut commencer à se poser. Nous avons une crise politique, nous avons des difficultés, et on vous demande de les régler. Et vous introduisez une idée qui peut-être n'est pas si mauvaise, mais une nouvelle idée compliquée. Alignement. Et de l'alignement, vous commencez à analyser des hypothèses pour voir que le président de l'Assemblée ne peut pas poursuivre le mandat du président parce que ça fait déjà cumul. Et vous voyez la deuxième hypothèse, vous dites que le président de la Cour constitutionnelle, n'étant pas un élu, ne peut pas... Et Vlan, vous sortez une idée qui n'a jamais été discutée, c'est très bon de la prendre, qui n'a jamais été discutée, et probablement, très sûrement, on ira vers cela. Et vous voyez donc, vous créez de nouveaux problèmes. Et je comprends la déception de M. Aliou, lui qui a cru en ce dialogue et qui est parti, croyant effectivement qu'on pourrait en sortir quelque chose. Donc voilà les questions qui se posent. Et en dehors de la question du vice-président, et le professeur Aliou va nous le confirmer ou l'infirmer tout à l'heure. Moi, j'ai entendu des gens qui étaient des participants qui ont clairement dit l'idée de parrainage ne faisait pas partie des points de consensus. Évidemment, ça a été discuté, mais ça ne faisait pas partie des points de consensus. Et suivez à nouveau très bien, lorsque le professeur Dorothée Sosa expliquait le point sur le parrainage, il n'était pas à l'aise. Il n'était pas à l'aise. Non. Il n'était pas à l'aise. Et il a fini par dire, écoutez, nous avons fait le travail technique, c'est aux députés de voir comment le parrainage va se faire, combien de parrains, comment le parrainage va se faire, etc., etc. Je trouve que, excusez-moi, ce n'est pas arrogant, je trouve que c'est une démission. Parce que lorsque vous êtes un intellectuel et que vous acceptez techniquement accompagner une matière aussi sensible, vous devez assumer vos responsabilités jusqu'au bout. Parce que le professeur Dorothée Sosa sait bien qui nous avons au Parlement. Et le professeur Adéou, je l'ai écouté au lendemain des élections. Et si je me trompe sur les statistiques, il va me le rappeler. Il faisait une démonstration assez éloquente qui dit que, en définitive, c'est un quart de l'électorat, en fait, qui a élu ces députés qui sont là. Donc, ça pose un problème de légitimité. Et le professeur Dorothée Sosa le sait. Et donc, il renvoie cette patate chaude-là dans les mains de ces députés
que nous connaissons, j'ai été personnellement déçu. Parce que, même sur la question de la représentativité des femmes, le mécanisme qu'ils ont trouvé, bon, c'est à mi-chemin. Et on laisse les députés en décider. Je trouve que ça, c'est une démission. Et je crois que nous n'allons pas le permettre. Parce qu'ils ont la responsabilité, ils y ont cru, ils ont la responsabilité de continuer à accompagner le processus et de s'assurer que tout finisse bien. Parce qu'on ne peut pas être en amont et refuser d'être en aval. Il faut que les intellectuels qui ont accepté accompagner, ce machin-là, assument leurs responsabilités jusqu'au bout. On ne va pas se désolidariser maintenant. Non, c'est très sérieux. Ce qui s'en vient, comme disent mes amis québécois, c'est très sérieux. Donc on ne peut pas se désolidariser. Des intellectuels doivent être des éclaireurs. Et lorsqu'on prend l'engagement, on doit accompagner jusqu'au bout. Donc, il y a d'autres points sur lesquels nous allons certainement venir, mais je marque d'abord ma déception par rapport à cette forme de démission, ce que j'appellerais démission de ces intellectuels. Alain Liou, lorsqu'on se retrouve sur un terrain aussi glissant, est-ce que pour l'aspect que vous êtes aussi, on ne peut pas comprendre qu'à un moment donné, qu'il y ait de ces détails qui vous échappent et que vous essayez de rattraper par la suite? C'est possible. C'est tout à fait possible, mais ce n'est pas le cas. Pourquoi dites-vous que ce n'est pas le cas? Non, ils sont deux, vous l'avez dit, entourés d'hommes politiques et dans un creuset de réflexion, les uns avancent les idées, deux qu'ils sont, ils essaient de coordonner comme ils peuvent et vous n'êtes pas sans le savoir. Les politiques ont la manie très rapidement de vous tourner en bourrique ou vers là où ils veulent bien que vous vous retrouvez. Et peuvent vous y conduire et ce n'est qu'après que vous vous rendez compte que on m'a déjà conduit à l'abattoir. Il y a deux institutions qui sont face à face quant à la mise en ordre du processus de réalisation des recommandations issues du dialogue. Les deux institutions, c'est le président de la République et le Parlement. Des deux, il y en a une qui souffre, j'allais même dire, de sa plus belle naissance, les conditions de sa naissance, c'est le Parlement. De façon congénitale, il y a un problème. Le problème, ce n'est pas la légalité, encore que, mais ce n'est pas la légalité. La légitimité. Des gens sont prêts à faire des analyses pour relativiser. Mais tout au moins, on s'entendra sur un élément d'ordre éthique, la représentativité. C'est ce que M. Sono a tenté de rappeler de ma part tout à l'heure. Un Béninois sur 4 a permis à ce que cette assemblée soit là. Ils en sont conscients, puisqu'ils savent des conditions dans lesquelles ils ont été élus. Donc je disais, des deux institutions, il y en a une qui a des souffrances, l'autre qui n'a ni problème de légitimité, ni problème de légalité. Qui donc est en position de force, qui doit pouvoir, surtout que c'est de lui, c'est de cette institution-là qu'il s'agit aujourd'hui par rapport à demain, au demain de notre pays. Il s'agit pour la personne qui est là, la personne du chef de l'État, pour ne pas la nommer. Il s'agit de tout faire pour correspondre aux engagements qu'il a pris pour le compte du peuple en 2016. Aujourd'hui, les députés de la 8e législature le disent à raison que le chef de l'État n'a pas le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Ce n'est pas faux. Mais le problème qu'il faut, la façon dont il faut prendre le sujet, je veux dire le sujet global du malaise dans le pays, c'est beaucoup sous l'angle politique et pas sous l'angle du juridisme, du légalisme. Et le comité a appelé justement à régler ce problème. À quel niveau a-t-il manqué de jouer sa partition? Ici, le politique est représenté surtout, est incarné surtout par le chef de l'État. C'est le chef de l'État qui doit dire, mes amis, nous savons tout ce qui a fait problème jusque-là. Nous savons les difficultés dans lesquelles nous sommes dans le pays. Moi, le premier représentant du pays, le primus inter pares, le premier serviteur, j'ai des difficultés à l'intérieur.
Je rencontre des difficultés à l'extérieur. Asseyons-nous réellement, essayons de sortir. Nous allons peut-être y revenir si nous abordons la question des élections générales. J'ai lu le rapport et j'ai marqué mon insatisfaction pour les élections générales. Parce qu'il y a quelque chose à faire pour montrer que le chef de l'État a fait le choix de ne pas gouverner contre son peuple. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas gouverner contre son peuple. Les députés dont la représentativité est relative, on peut les comprendre. Et moi, je les comprends. Qu'ils n'acceptent pas de scier la chaise dans laquelle ou sur laquelle ils sont assis. Je comprends. Et c'est légitime. C'est humain. Mais ils ne peuvent pas s'imposer au peuple. Comment s'impose-t-il au peuple là? Vous voulez qu'on parle tout de suite des élections générales? Allons-y, mais vous D'accord. Vous avez lu dans le rapport, vous avez entendu parler. On a parlé des élections générales. Oui. Comme Sono l'a dit, oui, la question du parrainage a été évoquée, mais pas comme un point de consensus. Je passe, parce que ça a été dit, je confirme. Les élections générales. Le principe des élections générales, tout le monde l'a acquis, tout le monde l'a accepté. Donc c'est un acquis consensuel. Le déroulement de la chose, la mise en œuvre de la chose, on a réfléchi, on a vu. Vous avez tous vu que certains ont retenu 2020, 2021, 2026. Dans le rapport, les analyses ont été faites par rapport à ces trois échéances-là. Mais ce que je ne partage pas, c'est ce qui a été dit par le comité des 9 pour refuser 2020, pour refuser 2021, pour dire c'est à peu près 2026 qui correspondrait. Pourquoi ne pas aller à 2031? C'est en 2031 que les 4 ans, 5 ans se rencontrent. En 2031, ça se fait nous aurons des élections générales naturelles. Pourquoi alors ne pas aller à 2031? Alors, si on décide de ne pas aller à 2031, qu'on veut par exemple 2026, c'est parce qu'il y a malaise, c'est parce qu'il y a problème. Si on dit, s'il y a un problème, on va résoudre le problème. Le problème majeur, c'est la faible représentativité de notre législature actuelle. C'est la faible. Ce sont les représentants du peuple. Nous sommes dans un régime de représentation parlementaire. C'est ça, représentation populaire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on ne peut pas être faiblement représenté et croire que... Quand je sortais de la conférence nationale il y a 30 ans, j'avais émis une réserve, ou du moins j'avais exprimé mon sentiment en 2 points. Le premier, c'est la satisfaction d'avoir été jeune, bien jeune à ce moment-là, d'avoir été à ce grand rendez-vous pour discuter avec les gens, etc. Satisfaction. Mais mon deuxième sentiment qui était une réserve, c'est l'inquiétude de voir ce que j'ai appelé déjà à ce moment-là l'intelligentsia politique s'accaparer. Le pouvoir. C'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. Le peuple a été mis de côté par la façon dont le président de la République a voulu résoudre des problèmes majeurs au plan politique. Les réformes politiques sont des réformes majeures. Je me suis permis, pendant qu'il était encore candidat, je me suis permis de lui dire, c'est votre label particulier. Je souscris à ça. Mais parce que je souscris à ça, et que donc je ne suis pas d'accord de la manière dont c'est fait, je me sens obligé, ne serait-ce que par ma conscience, de dire haut et fort que ce qui doit être fait n'est pas encore en train d'être fait. Pour qu'il le sache. Et mon souhait, c'est qu'il sorte de ce quinquennat en réussissant ce pari majeur. Le peuple mis de côté, dites-vous, mais alors qu'au départ, il y avait des voix qui appelaient à ce dialogue politique, on puisse ouvrir la brèche afin que le peuple y soit, ce qui n'a pas été fait. Vous, presque à l'arrivée, vous semblez maintenant dire que le peuple est en train d'être mis de côté. Pas du tout, c'est pas presque à l'arrivée, non. Ceux qui me connaissent savent que dès le lendemain, quand les micros et les caméras se sont portés vers moi, j'ai commencé à le dire. Okay. Et en réalité, c'était pour que le chef soit averti que nous venons de faire un premier pas et que nous devons observer ce qui va suivre. Et qu'à la suite de ce qui va suivre, il y a encore des pas. Je vais finir rapidement, si vous permettez, avec la question des élections générales. Oui. Personne ne peut me dire aujourd'hui, me convaincre moi, que ne pas faire les élections générales en 2021, c'est donner satisfaction au peuple. Ce que le peuple attend, c'est que par toutes les gymnastiques possibles, que nous résolvions le problème de la trop faible représentativité du Parlement actuel. Est-ce que le peuple attend? Et c'est élégant
C'est élégant, tout à fait élégant, de trouver cette formule-là. Les élections générales qui sont souhaitées de tout le monde, on évite, on sépare l'élection présidentielle, elle n'est pas prise en compte dans les élections générales. On prend les législatives et les communales et on fait ça en 2021. La raison, les analyses qui sont faites, le diagnostic, disons l'appréciation là, qui a été faite dans le rapport, elle est valable pour le 2020, pour 2021. Parce qu'il s'agira toujours ou bien d'écourter un mandat ou bien d'allonger un mandat. Qu'on le fasse pour 2021 ou pour 2021, pardon, pour tout 2020 ou pour 2021, c'est exactement la même chose. Ce qui fait que les députés bégayent, c'est qu'ils ont peur de leur propre fauteuil actuel. Et moi, je leur demande un sursaut patriotique, un sursaut national. Ils auront été députés pendant 1 an, pendant 18 mois, c'est pas grave du tout. Certains parmi eux reviendront, d'autres non. On n'a pas besoin d'être député pour servir sa patrie. Ah oui, Fidèle Sodon, voilà, sur la question des élections générales, les nuances que Alain Aliou apporte et croit savoir que le mieux à faire, si c'est qu'on veut accompagner le peuple, si c'est qu'on veut sortir de la crise, c'est bien pouvoir trouver la formule pour les dates, toutes les dates, sauf 2026. Bon, mais j'allais effectivement aborder aussi la question, parce que lorsque je lisais le rapport, arrivé à ce niveau, j'ai souri, j'ai dit, ben voilà, tout a été cuisiné, et puis on a pris quelques intellectuels pour valider quelque chose. C'est l'impression que j'ai. Et c'est pour ça que je pense, en tant qu'intellectuel, je pense que ce ne sont pas les contraintes politiques qui doivent déterminer le côté technique des choses. C'est le contraire. C'est les contraintes techniques qui doivent déterminer les décisions politiques. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que le politique dit « je veux ça », et on demande aux intellectuels de faire des contorsions pour trouver les réponses. C'est très dangereux. Lorsque je lisais les hypothèses, l'analyse qui était faite des hypothèses, je me suis dit, mais effectivement, je n'avais même pas pensé à ce que M. Alain Aliou vient de dire, qu'il y avait possibilité en 2031. Mais je me suis dit, quand le professeur Dorothée Sousa, que j'affectionne bien, il ne faut pas qu'il croie que j'ai quelque chose contre lui. Non, c'est lui qui représente malheureusement cette institution. Et c'est lui qui a présenté le rapport sur l'ORTB. Il disait, malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons aucun mécanisme, je ne le cite pas mot pour mot, mais c'est l'idée, nous n'avons aucun mécanisme pour écourter les mandats en cours de mandat. Mais moi, j'ai envie de lui dire, nous n'avons aussi aucun mécanisme pour allonger. Et au ministre Alain Aliou de dire sur RFI que la loi dispose pour l'avenir. Très bien. Non, le porte-parole, pas Aliou, le ministre. Oh, excusez-moi. Oh oui, c'est. Bon, Alain, je corrige tout de suite. Alain, on l'a dit, non. La loi dispose pour l'avenir. Donc, la loi disposant pour l'avenir, on ne va pas écourter, vous voyez bien, on ne va pas écourter le mandat des députés. On ne va pas écourter le mandat sensible du président de la République. Non, mais ce sont eux qui ont voté une mauvaise loi qui a dit dans ce pays, qui a prévu des dispositions transitoires qui demandent aux partis qui existaient de se conformer. Moi, je voudrais qu'on retienne l'option de 2020 et qu'on demande au président de la République de se conformer à la Constitution, qu'on demande aux députés de se conformer à la Constitution et d'écourter leur mandat. Mais voilà, parce qu'en définitive, lorsqu'on fait ces analyses et on oriente les choses, ça n'est pas sérieux, effectivement. Pourquoi est-ce que, comme on nous l'a dit ici, on a voté une loi, des partis qui existent, la loi aurait pu dire, cette disposition ne concerne pas les partis qui existent. Mais non, on a demandé aux partis de se conformer, alors que la loi dispose pour l'avenir, n'est-ce pas? On pourrait continuer à faire la même chose et choisir l'option de 2020 et demander donc aux députés et au président de la République de se conformer donc à la Constitution. Non, ce que je voulais dire, tout simplement, c'est qu'il y a d'autres moyens, comme l'a dit M. Aliou, pour régler ce problème, surtout le problème épineux, qui est la représentativité de ce Parlement qui est là. Et c'est le nœud gorgien, mais c'est bien cela. Mais on a laissé et on a commencé par faire de la conjecture pour faire des propositions qui vont orienter malheureusement les députés. Mais comme il nous l'a appris, parce que ça, c'est des éléments nouveaux que j'ai. 7 personnes de la mouvance contre une personne de l'opposition, enfin de cette opposition. Vous comprenez bien que les choses sont orientées dans un sens
où nous aurons davantage de problèmes. C'est pour ça que moi je pense que le dialogue, parce que c'est parti de là en définitive, parce que s'il y avait toutes les forces là, peut-être, je dis bien peut-être, que les choses n'iraient pas dans ce sens. Mais malheureusement, par effet domino, nous allons continuer à capitaliser les erreurs. Alain Adibou, voilà des points essentiels qui, pour vous, auraient pu être orientés autrement pour avoir le résultat auquel le grand nombre s'attend, le peuple. Mais en dehors de ce point, on a parlé de la question de la représentativité des femmes. Autour du débat et du diagnostic finalement fait, là, j'espère au moins que ça a rencontré votre assentiment. Absolument. Ok. Absolument. Oui. Je n'ai pas grand-chose à dire sur cette question. Autre point de friction. Moi, j'ai un petit. Oui, allez-y. Si vous me le permettez, je sais que c'est vous qui posez la question. Allez-y. Je pose la Parce question. Que la question vous reviendrez, vous. Moi, je voudrais questionner l'article 26 de la Constitution pour me demander si on ne pourrait pas interpréter l'égalité entre l'homme et la femme autrement, en prenant seulement des dispositions à travers des lois simples pour corriger ce que moi j'appellerais l'inégalité aujourd'hui de fait qui s'observe au niveau de la représentativité des femmes au lieu d'aller forcément toucher à la Constitution. Évidemment, même si on réglait ce problème, il y a d'autres problèmes. Mais ce que je voulais dire, je trouve que c'est un faux alibi, la représentativité des femmes, pour aller toucher à notre Constitution. Mais je souhaiterais écouter le professeur Adibou là-dessus. Non, ce n'est pas un faux alibi. La réalité, c'est ce que vous avez dit. La Cour constitutionnelle avait été saisie à un moment donné sur la question. Et dans son verdict, disons ça comme ça, elle a évoqué les différentes dispositions constitutionnelles qui disent qu'il n'y a pas inégalité. Que les hommes et femmes, nous sommes tous égaux, donc on n'a pas besoin de dispositions particulières. Or, aujourd'hui, il est clair que nous avons besoin de dispositions particulières. On a besoin de faire entorse peut-être à ce qui est précisé ou qui est insuffisamment indiqué pour que la représentativité des femmes devienne plus convaincante. Donc, les dispositions qu'on est en train de prendre, c'est pour qu'il n'y ait plus d'interprétation de la Cour constitutionnelle qui rappelle qu'il n'y a pas de problème. Donc, on veut être plus précis au niveau de la Constitution pour que cette question-là, qu'on a traînée pendant des dizaines, des vingtaines d'années, que cette question soit traitée. Oui, professeur, je suis d'accord aussi qu'on profite, si révision consensuelle il va avoir, qu'on profite pour régler cette question, parce que personne ne peut être contre la promotion, la bonne représentativité des femmes. Mais moi, je voudrais que le pouvoir qui est là actuellement gouverne par l'exemple, en commençant déjà par faire la promotion des femmes. On n'a pas besoin de toucher à la Constitution d'une loi particulière pour déjà faire 50-50 dans le gouvernement et dans les nominations, dans nos ministères. Moi, je connais des femmes vachement compétentes qui ne sont jamais nommées. Donc, il faut déjà gouverner par l'exemple et puis, bon, le reste va suivre. Oui, c'est pas ce gouvernement seul, c'est tous les gouvernements. Enfin, bon, puisque c'est ce gouvernement qui est là, je lui parle. Alors, autre point de réflexion qui vous laisse un peu perplexe. La question du parrainage, mais je pense qu'on en a déjà beaucoup parlé. Prenons plutôt la question de l'amnistie. Oui. L'amnistie. Au cours du dialogue, nous avons parlé, et je me rappelle même avec précision le parti politique qui a utilisé l'expression de mesures d'apaisement. Les mesures d'apaisement vont au-delà d'une loi portant amnistie qu'on va appliquer. Non, ce n'est pas seulement ça. Et j'ai eu l'occasion de le dire ailleurs. Les élections législatives ont créé des troubles, des malaises importants dans notre pays. Des hommes et des femmes ont cherché à réagir. Il y a des familles qui sont éplorées à jamais. Des enfants qui ne verront plus jamais leur mère. Et j'en passe. On ne peut pas passer sous silence ces moments difficiles que nous avons vécus dans le pays. Même si de façon officielle, on ne veut pas aborder la question, il est important que le dirigeant sache rencontrer ces familles, ces hommes et ces femmes-là, pour leur mettre un peu de baume au cœur. Il est important. Le dirigeant ne gouverne pas seulement par la raison, il gouverne aussi par le cœur.
Et c'est même bon de gouverner beaucoup plus par le cœur que par la raison. Mais est-ce qu'il n'y a pas le risque du populisme Non, gouverner par le cœur? Non, il n'y a pas le risque de populisme parce que... Non, je ne vais pas donner parce que ce qui me vient à l'esprit n'est pas... Non, il n'y a pas de risque de populisme si on sait mettre la dose, la proportion qu'il faut. Tout à l'heure, je dénonçais l'excès de juridisme et de légalisme pour inviter à résoudre les problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui depuis 7-8 mois maintenant sous l'angle du politique. C'est un problème politique qui est posé et il est bon que la classe politique, les partis politiques en règle aujourd'hui, donc même pas en règle, disons, conformes, qui existent légalement, qui ont commencé à dialoguer avec le pouvoir, notamment les partis d'opposition. Il y en a quand même 3 sur 8. Que ces partis-là aient raison de répondre à l'appel du dialogue. Parce que, en n'y allant pas, qu'est-ce que nous serions en train de faire aujourd'hui? Donc, c'était bon d'y aller. Personne ne peut me convaincre que les problèmes qui ont été posés au nom de l'opposition ne sont pas les problèmes de l'opposition et pas ricochet surtout les problèmes du peuple. Que les dirigeants actuels sachent que si ce que le peuple attend n'est pas obtenu, la paix ne viendra pas. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin du quinquennat. Ah bon? Bien sûr, puisque nous attendons les élections municipales, communales et locales. Nous attendons l'élection présidentielle. On a besoin, il y a quelque chose que j'ai rapidement lu dans les journaux qui n'est pas réapparu ici, c'est tant mieux. C'est la question des 10%. 10% pour être éligible au partage de sièges. À un moment donné, j'ai entendu que ce 10%-là va être élargi aux élections communales, municipales et communales et locales. Ce n'est pas apparu. Ce n'est pas apparu. C'est tant mieux. J'espère que ça ne va pas apparaître. Mais comment? Parce que c'est des propositions de loi qui sont portées sur la table des députés. Alors, si vous le dites ainsi, c'est une autre fenêtre. Et là, je me retourne vers Fidèle Sonon. Est-ce à dire que ce qui se fera à l'Assemblée, même des dispositions non évoquées, pourraient subir des modifications? Mais c'est ça la crainte. C'est ça la crainte. Parce que quand j'entends les gens dire oui, le président de la République et puis le rapport a réglé définitivement la question du nombre de mandats et donc on devrait être content, j'ai dit non. Parce que regardez, ce rapport qui a réussi à enfermer les députés dans l'impossibilité de tomber dans une nouvelle république a été incapable de les enfermer aussi et dit clairement, au-delà des articles cités dans le rapport, vous ne touchez à aucun autre article. Parce que souvenez-vous, la première monture du projet de révision de la Constitution qui est venue du gouvernement actuel, il y a toute une batterie de dispositions qui étaient en train de faire, qui, si elles étaient votées, feraient la promotion de l'impunité au niveau des crimes économiques. Qui vous dit que ça ne va pas revenir? Et donc, voilà, nous serons devant le fait accompli. Personne n'a vu le texte de la révision constitutionnelle circuler. Et j'ai envie de dire, pour finir, que l'objectif au départ du gouvernement, c'était 3. C'était d'aboutir à la révision de la Constitution. Deuxième objectif, c'était d'exacerber l'exclusion, parce qu'on a déjà réussi à donner 20 ans à Sébastien Javon, on a déjà condamné Lionel Zissou, là maintenant il reste qu'on dise plus personne ne sera dans sa vie, fera 2 mandats, et donc pour exclure définitivement le président Yahi, qui pourrait éventuellement, si nous entrions dans une nouvelle république, qui pourrait se présenter, et enfin amnistier ceux qui ont tiré à balles réelles sur des populations non armées, et amnistier les donneurs d'ordre. Merci à vous, Fidèle Sonon. Alain Diou, malheureusement, ça va être pour conclure. Si vous devez conclure, que diriez-vous? J'invite la population, le peuple, à la veille politique, à la vigilance. Et le chef de l'État, je le remercie, les députés, je les remercie. Ils nous donnent du travail, nous, de l'opposition,
qui sommes aujourd'hui opposition non parlementaire, nous allons nous réorganiser sérieusement pour assurer cette veille politique citoyenne, pour que les choses ne se passent pas comme si le peuple n'était pas là. En fond, on dira État de Médémarofi. Ah oui. Merci à vous, Alain Adibou. Merci également à vos fidèles sonores. Mais j'ai envie de vous dire, si vous devez conclure sur une petite citation, que diriez-vous? En citation, je n'en ai pas en tête. Moi, je dirais simplement, comme professeur Adibou, que la résolution de la crise est politique et non juridique. Et j'ai eu l'occasion de le dire au président de la République à la présidence. Ah oui, mesdames, messieurs, vous l'avez compris. Je résume les grandes idées, les idées forces. Qu'on sache que la vérité ne triomphera que par la conjugaison des pensées de tous. Et aucun fils ne sera de trop pour l'issue favorable à la crise que traverse le Bénin et qui semble prendre trop de temps. Pour un Bénin plus prospère, il va falloir l'unicité d'action pour un Bénin encore plus fort, plus prospère. Merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt pour un autre numéro de 100% Bénin, toujours avec la même disponibilité. Chers invités, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.